Bonjour, l'émission spéciale de Radio Arménie d'aujourd'hui reçoit Nazli Temir Belerian, sociologue. Bonjour Nazli. Bonjour. Voilà, donc nous vous invitons à Radio Arménie pour parler de ce livre qui nous paraît important, qui me paraît important en tout cas, sur la mémoire collective des Arméniens de Turquie. Donc ça, c'est un sujet qui est récent, il y a eu des ouvrages aussi et de la recherche dans le domaine de la mémoire des Arméniens, de la mémoire du génocide dans la mémoire kurde, etc. Et toute cette recherche, en tout cas, le fait de monter à la surface de la problématique des Arméniens après le génocide, les Arméniens en Turquie pendant les années de la République, commence à être étudié et maintenant. Donc, je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes sociologue, titulaire d'un doctorat de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris et vous enseignez à l'INALCO aussi. Et donc, vous avez soutenu un mémoire de master en 2006, donc ça fait déjà quelques années, à l'université de Galatasaray à Istanbul, sur la vie de votre père Mon et grand-père, plutôt. votre grand-père, pardon, votre grand-père. Et le titre générique cette recherche est La vie d'un Arménien d'Anatolie. Alors, tout un programme, mais le choc de l'assassinat de Hrant Dink l'année suivante, donc en 2007, vous a motivé à travailler sur la question de l'identité des Arméniens, l'identité arménienne en Turquie, après le génocide. Donc, vous avez fait un livre de votre mémoire, la mémoire collective que nous allons évoquer aujourd'hui, la mémoire collective des Arméniens de Turquie, du génocide au mémoricide. Je voulais commencer cet entretien avec vous, Nazli Temir, par l'évocation de Hrant Dink. Comment Hrant Dink a influencé votre travail de recherche? Bah, écoutez, en fait, comme vous l'avez dit déjà, tout d'abord, en fait, mon grand-père, avant Hrant-Dink, bien évidemment, parce que ça remonte en 2006. Et voilà, j'avais commencé à travailler sur la monographie, en fait, de mon grand-père, qui était justement un Arménien anatolien, qui a, au fur et à mesure, a émigré à Istanbul. Donc, j'avais, De en quelle fait, région était-il? il était de Hafik, de Sivas en fait. De Et Sivas, Sivas, Sébastien? voilà. Il était le forgeron de ce petit village Hafik. Et voilà, dans la province de Sivas. Et après, il a été émigré, voilà, comme tous les Arméniens un peu de Turquie à partir des années 60-70. Voilà, c'est là qu'en fait, j'ai commencé à travailler déjà. Et bah, j'ai été un petit peu censurée aussi, mais bon, quand même, en fait, c'était quand même dans un établissement francophone, universitaire, public, dans lequel on pouvait quand même traiter, aborder des sujets tabous. Bon, j'avais quand même un peu la chance. Mais donc j'ai essayé en fait de mener en fait cette enquête sociologique après pour en fait arriver à des conclusions sociologiques pour toutes les communautés arméniennes. Il n'empêche que ce n'est pas une communauté homogène, bien évidemment. Mais comme vous l'avez dit, c'est l'assassinat de Hrant Dink qui a été en fait vraiment pour moi le véritable déclencheur. Et il m'a montré qu'il fallait quand même en fait poursuivre et travailler en fait ce travail parce que c'était en fait un travail de mémoire. Ce n'est pas en fait un simple travail de mémoire de recherche et de fin d'études, mais c'est un travail de mémoire. Donc à ce moment-là, j'étais déjà en fait à Paris et pour en fait poursuivre en fait mes études supérieures à la Sorbonne et la mort de Hrant Dink, comme beaucoup d'entre nous, mais surtout en fait au sein de la génération de la jeune génération, a constitué quand même un point de rupture, je peux vous dire. Et voilà, Pourquoi? Pourquoi? parce que d'une manière à l'autre, son assassinat en fait nous a montré, a révélé que
1915 n'était pas en fait fini de toute façon. Donc, on n'avait pas Le en fait génocide, le génocide de 1915. 1915 et on n'avait pas en fait le droit d'oublier. Donc, il fallait recommencer quoi. Et, et on était en fait donc après l'assassinat de Hrant Dink, je pense qu'on a commencé à entrer dans un nouveau régime mémoriel que j'ai appelé ça un régime mémorial revendicatif. Mais c'est après en fait ma thèse que j'ai élaboré un peu, j'ai forgé ces concepts-là. Mais voilà, je pense que vraiment après le 19 janvier 2007, en fait, il y a eu en Turquie, mais aussi dans la diaspora arménienne, des évolutions importantes et à la fois, bien évidemment, douloureuses, mais également porteuses d'espoir, je peux vous dire. Et aujourd'hui, je pense que les avancées dans le champ des études arméniennes, que ce soit en Turquie ou, mais en Turquie surtout, en fait, selon moi, beaucoup, bien évidemment, on a Hrant Dink. Et Est-ce que voilà. vous voulez dire que c'est la mort de Hrant Dink qui a fait, Bah, en créant ce choc, a permis d'approfondir les études sur les oui, Arméniens? c'est une rupture en fait importante, on peut vous dire, puisque malheureusement, Hrant Dink a commencé à avoir un impact plus fort après sa mort. Ça, c'est une réalité peut-être tragique, mais c'est comme ça. C'est après qu'il a été assassiné que son influence, en fait, s'est vraiment, je dirais, amplifiée dans la société de Turquie. Et bah, c'est un concept que j'utilise aussi, donc entre parenthèses ou bien entre guillemets, j'utilise en fait ce terme société de Turquie et pas la société turque qui renvoie plus à la turcité. Je préfère utiliser en fait ce concept que peut-être qu'on a créé un peu les chercheurs tous ensemble, la société de Turquie, donc Turquie toplumuz. En turc, ça a beaucoup plus de sens. Je sais qu'en français, ça marche, ça colle pas beaucoup, mais voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, au sein de la société de Turquie, donc, je pense que Hrant Dink a changé beaucoup de choses, en fait. Et en ce qui concerne la reconnaissance du génocide des Arméniens, bien sûr, parce que le tabou du génocide est devenu plus visible à partir de voilà, à partir de cet assassinat, surtout en 2007, on peut dire. Mm. Mais bien évidemment, dans la société arménienne, il y a eu en fait des réactions dichotomiques. On peut en parler si vous voulez. Ils étaient Oui, un bien sûr, bien sûr. voilà, parce qu'en fait, au sein de la communauté arménienne, comme j'ai dit, ce n'est pas une communauté homogène. D'ailleurs, aucune communauté n'est homogène. Mais il y a eu en fait des diverses réactions. Mais on peut dire qu'en fait, dans la communauté arménienne de Turquie, il y a eu cette réaction dichotomique. D'une part, il y avait la peur et certains se sont repliés sur eux-mêmes. Il y avait vraiment une réaction entourée par la peur, etc. Mais de l'autre côté, surtout les Et ça, jeunes, c'est la réaction par peur. oui, La réaction par la peur des est aussi réactions de classique. pouvoir C'est aussi, la oui, réalité, je veux dire, c'est la réalité depuis 100 ans, au bien moins sûr. 100 ans, Oui, sinon plus. oui, tout à fait. Et il faut pas oublier non plus qu'on est quand même dans une société négationniste, et ça, c'est très important. Et dans les différents régimes mémoriels jusqu'à les années 80, déjà, il y a eu le silence, la peur. C'est à partir des années 80, on peut entrer les détails si enfin, si vous voulez, mais quand il y a eu en fait les attentats de Assalat, donc le sujet est devenu visible, etc. Mm. Donc, mais c'est quand même en fait, voilà, à partir des années 2000 qu'il y a ce travail de mémoire qui est important. Mais en même temps, il y avait la peur au sein de la société arménienne, mais de l'autre côté, il y a eu aussi une revendication identitaire, surtout chez la nouvelle génération. Par exemple, on peut donner la création des associations, des groupes de jeunes actifs, par exemple. Mozartunk, Voilà. Mozartunk. Moi-même, je faisais partie en fait de ce groupe en 2016, pardon, 2006 ou 2007. On a créé, on fait ce groupe. Et c'est comme ça qu'en fait, la question arménienne est devenue visible aussi dans la sphère publique grâce à ce jeune et grâce, bien évidemment, à Hrant Dink. Mais voilà. Voilà, après, on fait son assassinat. On a quand même observé plusieurs changements dans la perception du pouvoir turc aussi. Euh, Oui, quelles évolutions? ben, on peut faire des constatations, tout simplement, par exemple, ils ont mis bien sûr en lumière les limites de la liberté d'expression. En même temps, oui, on a vu ça, la persistance du déni historique.
Ça, c'est vrai, autour du génocide arménien, bien sûr. Et ensuite, il a montré que le nationalisme officiel pouvait se confronter à une minorité qui revendiquait sa mémoire, tout simplement, et son identité de manière pacifiste, mais visible. Voilà. On a quand même en fait vu tout ça, mais enfin, quand même, son influence a ouvert quand même un débat public, quoi qu'il en soit, même limité, mais sur la question de la reconnaissance et du dialogue. Donc, ils ont quand même ouvert un dialogue, enfin un débat public entre les différents en fait citoyens confondus au sein de la société de Turquie. Et qui était en fait auparavant, c'est-à-dire en fait avant l'assassinat de Hrant Dink, auparavant presque inexistant quoi dans le discours officiel. Donc, en Ce genre fait, de- vous nous dites que Hrant Dink permis, et son assassinat en plus, en 2007, a permis à l'émergence sur la place publique, dire Tout dans à la sphère publique en Turquie, de la question arménienne, de la question de la fait. mémoire, la question du génocide, et puis la question de la spécificité des Arméniens de Turquie, même s'il n'y a que quelques dizaines de milliers d'Arméniens qui sont restés après le génocide Tout à fait, tout à fait. Mais Mm. après, en fait, depuis les débuts des années 2000, de toute façon, certains intellectuels, journalistes, ils en avaient déjà en fait commencé à appeler à une confrontation avec la question arménienne, bien évidemment. Mais je pense que l'assassinat de Hrant Dink a joué en fait le rôle majeur en fait pour la continuité de cette confrontation avec cette question arménienne. Mm. Et très intéressant, donc, cette partie de votre analyse. C'est, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir quelle est la frange des intellectuels turcs qui ont soutenu la recherche de la vérité Bah, sur le traitement des Arméniens, et sur la place des Arméniens. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Quels sont bah, ces intellectuels? c'est- Quel chiffre, par exemple, quel nombre ils représentaient à l'époque? écoutez, à l'époque, c'est-à-dire que des années 2000, vraiment, il y avait un certain intellectuel. Je pense que c'est pas la quantité, mais c'est plutôt la qualité en fait qui compte, je pense, qui joue. Donc, c'était toujours en fait une poignée des intellectuels. Donc, on n'a pas dépassé en fait enfin, une poignée des intellectuels, quoi, hein. Mais quand Hmm. même, ils ont quand même travaillé pas mal. Et Ils ont fait du bruit, ils ont fait, voilà, ils ont fait du bruit, ils ont fait de l'écho, bien évidemment, dans l'aspect sphère publique. Et ils se sont, en fait, surtout des gens déjà non arméniens, donc les Turcs. Mais il y avait aussi des Arméniens, mais il faut quand même poser la question aussi pourquoi il n'y avait pas beaucoup d'Arméniens, mais plutôt ce sont des Turcs. Voilà, une question. Par exemple, on peut citer bien évidemment, ce sont toujours déjà des démocrates, des gens de milieu gauche, libéraux, mais des droits de hmm, défenseurs de l'homme, bien sûr. Parmi eux, on peut citer bien évidemment l'historien Taner Akçam, politologue Cengiz Aktar, ou bien Ahmet Insel lui-même, il était en fait mon professeur à l'université de Galatasaray, ou encore, par exemple, Etienne Mahçupyan, c'est un Arménien, mais ce sont des figures importantes de la société civile de Turquie. hmm, Et ces intellectuels, bien sûr, ils ont joué le rôle crucial en mettant en place public ce sujet qui était bien fort longtemps en fait un tabou. N'oublions pas par exemple qu'ils ont organisé aussi en fait une conférence en 2005 dans l'université de Boğaziçi, l'un des universités publiques aussi dans lequel on peut en fait aborder des hmm. sujets sensibles. C'était en fait, il me semble, intitulé Les Arméniens dans l'Empire ottoman, etc. pour la première fois. Donc c'était important, c'est-à-dire que malgré en fait les pressions politiques, ils étaient là, mais ils ont quand même payé le prix fort, je peux vous dire. Par exemple, aujourd'hui, certains de ces intellectuels restent actifs, mais certains non actifs. Ils ont tous en fait migré vers l'étranger. Je donne pas les noms, mais c'est évident Bien sûr, que vous connaissez, mais bien il, il- sûr. il y en a certains qui continuent à écrire, à des rédiger des articles, s'exprimer publiquement, tandis que deux autres se sont bien sûr éloignés de milieu académique aussi, mais aussi en raison de pression, bien évidemment, politique, des menaces et parfois des campagnes de lynchage aussi. Et par exemple, ou encore, certains d'entre ont été emprisonnés. Par exemple, Osman Kavala, je peux vous donner l'exemple d'Osman Hmm, Kavala, qui est fondateur de Anadolu Culture. Et
Ça fait là maintenant plus de 8 ans qu'il est en prison, mais c'est quelqu'un en fait qui a beaucoup contribué quand même à la réflexion sur la mémoire et aussi au développement en fait de la société civile en Turquie. Et c'est très dommage, mais quand même en fait, je pense que quoi qu'il en soit, ils ont quand même ouvert en fait et amorcé quand même un processus irréversible, je trouve, en Turquie. Donc là, maintenant, il y a quand même la possibilité pour les jeunes chercheurs et des chercheuses ou bien d'autres membres de la société civile et de parler de plus librement quand même sur la question arménienne. Et je pense qu'on a beaucoup, on doit beaucoup aussi en fait au courage de ces voix pionnières aussi. Voilà. Bien sûr. Et pour répondre donc à la question comment les Arméniens vivaient pendant les années de la République, vous vous engagez dans un travail d'enquête Ouais. pour donner précisément la parole à ces Arméniens avec qui vous faites des entretiens, donc des entretiens sociologiques, j'imagine, Mhm. à Istanbul, mais aussi dans les provinces, à Van, à Mouche, à Bitlis, et vous trouvez des Arméniens dans tous ces coins, à Diyarbakir. Pas tout à fait. Comment, C'était pas comment ça si s'est évident. passé? Et voilà, comme vous dites, alors pour répondre en fait à la question sur la manière dont les Arméniens vivaient pendant les années de la République, je me suis engagée dans un travail d'enquête de terrain, basé sur des enquêtes voilà, ethnographiques plutôt, sociologiquement parlant, et j'ai pu réaliser donc des entretiens approfondis au sein de la société de Turquie. Alors, j'ai rencontré des Arméniens, bien sûr, dans différentes villes, mais surtout, en fait, à Istanbul, où il y a, en fait, la communauté arménienne, bien sûr, mais je me suis acheminée en plus vers le sud du pays, et je suis allée en Anatolie en pensant y trouver des Arméniens. Mais j'y ai découvert en fait autre chose là-bas, c'était la présence des Arméniens islamisés. Donc, c'était un cas légèrement différent déjà, parce que au Vous ne début, parlez pas des Hamshens, non, non, pas à Ramstein, j'étais en fait à Van Bitlis, plutôt en fait, j'étais oui, en donc les Arméniens, les rescapés du génocide qui ont été tout à fait, islamisés, voilà, mais voilà, j'étais en fait, turquisés plutôt. voilà, turquisé, islamisé, kurdisé aussi. Donc, quand j'étais en fait en Anatolie, donc dans ces régions-là, j'ai vu quand même en fait la kurdification de la région. Hein. Et deux, voilà, la population kurdophone, ils m'ont quand même en fait avoué qu'ils avaient qu'ils connaissaient en fait des familles qui ont été islamisées, etc. Donc j'ai eu quand même en fait l'occasion d'échanger un peu Ces euh, familles. avec ces personnes-là. Mais comme en fait, il s'agit vraiment en fait d'un autre cas d'étude, donc j'ai un peu, bon, j'ai pas écrit en fait des chapitres au-dessus. Donc il faut vraiment faire un entretien, une enquête de terrain plus détaillée en fait ici. Mais à part cela, j'ai pu quand même faire en fait des observations intéressantes en ce qui concerne la mémoire des Arméniens de Turquie, parce que là, en Anatolie, il y a une autre mémoire. C'est-à-dire qu'il existe deux mémoires distinctes, à Istanbul et en Anatolie. En Anatolie, par exemple, on peut voir des églises et des ruines, enfin des institutions, mais souvent en ruines, moitié détruites ou complètement détruites, etc Ou transformés. transformé en mosquée. Donc, comme l'a également souligné Adnan Çelik, j'aimerais bien me référer aussi à lui. En fait, c'est un anthropologue, maître de conférence, voilà, à l'OHESS. Ce que nous observons en Anatolie, c'est une présence par l'absence. Donc, on voit qu'il y a une absence, ils sont quasi détruits, complètement détruits, mais il y a une quand même Il y a des présence. traces. Voilà, c'est ce que j'appelle aussi dans ce travail de thèse, il s'agit du mémoricide. Donc, on a essayé de quand même en fait détruire les traces mémorielles, que ce soit physiques ou symboliques. Mais là, en Anatolie, on était quand même témoin de cette destruction. Donc, c'était très intéressant et douloureuse aussi, bien évidemment. Mais donc, finalement, j'ai pas pu interviewer en fait là-bas en Anatolie avec les Arméniens, ceux-ci étant morts ou bien étant convertis à l'islam. Mais quand même, j'ai pu faire en fait une observation participante en restant quand même 2 semaines là-bas. Et alors, revenons quand même en fait à mon échantillon. C'était voilà, composé des femmes ou des hommes, mais principalement, j'ai quand même en fait mené une enquête de terrain sur 3 générations, sur les différentes générations. Donc, ce qui m'a
permis d'observer quand même les différences et les continuités entre les différentes générations. Mm. Voilà. Mais ces différences étaient bien sûr variables selon les parcours personnels, le lieu de vie, etc., l'exposition à l'assimilation, etc. Mais j'ai pu quand même finalement réaliser 45 entretiens approfondis en trois générations. Donc la première génération constituée des survivants, les enfants des survivants du génocide des Arméniens. Donc il n'y avait pas en fait des survivants du génocide puisque ceux-ci étaient morts, mais j'ai eu quand même la chance d'interviewer un seul euh, inquiété qui été lui-même converti à l'islam en 1907 et par sa conversion qu'il a été sauvé de déportation et du génocide. Donc c'était important. Je ne pouvais pas passer sous silence en fait, c'est dire que c'était était quand même précieux pour moi. Mais à part cela, j'ai pu interviewer les enfants de survivants et ensuite ceux des enfants de cette génération et ensuite la nouvelle génération. Voilà. Et ben, chaque entretien révélait quand même des dimensions très différentes de la vie quotidienne. Euh, C'est-à-dire, la manière dont les familles géraient leur identité arménienne, dans un contexte de forte assimilation, donc l'usage de la langue arménienne, mais surtout les stratégies en fait euh, pour survivre, je dirais, pour rester en vie, parce donc que des stratégies de survie. voilà, de la langue, et Et comment s'expriment ces stratégies? Bah, écoutez, il s'exprime, c'est à vous d'analyser. De toute façon, vous Non, voyez, mais je veux dire au niveau de la langue, au niveau de la pratique religieuse, s'il y en a, au niveau des signes extérieurs d'appartenance à, je sais pas, des signes par chrétiens, exemple, etc. en fait, l'un de ce chapitre a consacré aussi, en fait, la visibilisation des Arméniens dans l'espace public. Par exemple, on a, en fait, Oui, la plupart des Arméniens que j'ai interviewés avaient deux identités. Une identité originale privée, enfin, à usage dans l'espace privé, ce qui est notre identité propre à nous, et une mm, autre identité, par exemple, plutôt fictive, usage dans l'espace public. Donc, ils ont tous, en fait, par exemple, porté de noms turcs dans l'espace public quand ils veulent s'exprimer, par exemple. mais sur les papiers d'identité, Ils restent quand même, bien évidemment, des Arméniens, enfin, des Arméniens chrétiens baptisés, etc. Sauf que c'est légèrement différent. Il y avait comment dire, les membres de la ancienne génération et les membres de la génération médiane, on m'a tous en fait prouvé que quand ils étaient en Anatolie, soit ils ont converti à l'islam, soit ils sont restés chrétiens, mais ils ont fait comme l'islam, comme les Turcs, comme les Kurdes, etc. C'est pour ça qu'ils ont émigré à Istanbul pour reprendre un peu leur identité. Donc, mm, c'était vraiment un cas très répandu. Je pense mm, qu'il faut faire aussi des analyses au-dessus parce que la majorité des entretiens qui ont été faits à Istanbul, ce sont des familles les familles issues en fait de l'Anatolie, bien évidemment. Donc, ils sont tous en fait à peu près convertis à l'islam. Mais soit officiellement, soit non officiellement, mais dans la plupart des cas, c'était officiel. Donc, c'est oui. donc, c'est un peu complexe à analyser tout ça. Mais une fois, en fait, ils sont devenus visibles dans les espaces anatoliens parce qu'il y a très peu d'Arméniens, ils sont devenus minoritaires, donc ils deviennent plus visibles. Quand vous êtes plus visible, vous êtes stigmatisé, vous êtes marginalisé. Donc, c'est pour ça qu'ils rentrent quand même, en fait, dans les zones urbaines où ils peuvent assimiler, où ils peuvent plutôt dissimuler leur identité dans la vie Mm, quotidienne. Donc, mm. par exemple, ils ne portent pas en fait des croix dans l'espace public, ils disent pas en Oui, fait donc il y a un passage où il y a dans votre livre où une personne assez âgée qui était en Allemagne et qui avait pris l'habitude de mettre une croix, tout à fait. qui est rentrée et qui n'a pas enlevé la croix et il s'est fait insulter dans la rue à Istanbul, Tout à fait. d'ailleurs. Oui, ça m'étonne pas. Oui. En plus, en fait, en Anatolie, c'était pire. Un autre, par exemple, interviewé me disait à Diyarbakir, on n'arrivait pas en fait fêter nos fêtes religieuses ou bien aller à l'église ou bien, par exemple, faire nos funérailles. On nous jetait des pierres en disant des gavours, voilà, ce sont des Mm. gavours. Et ben, Mais à Diyarbakir, ce sont les Kurdes qui font ça ou ce sont les Turcs?
j'ai pas de nuance en fait, mais ce sont des non-arméniens, que ce soit kurdes ou voilà, turcs. Mais c'est-à-dire qu'en fait, la visibilité de la religion, la visibilité de l'arménité dans l'espace public, c'était quand même pesante, c'était pas facile en Problématique. fait. Mm. Voilà, problématique. Donc, Nazli Temir, donc vous dites que vous avez abordé des sujets tabous. Alors, quels sont ces sujets tabous en Turquie? On va énumérer deux, trois importants. Bah, déjà, en fait, je pense qu'en fait, la transmission familiale du génocide, donc, génocide, c'était en fait, pendant bien longtemps, c'était déjà un tabou. Jusqu'aux années 80, on prononce même pas le mot génocide. C'est pour Mm. ça, d'ailleurs, permettez-moi de faire en fait un petit, quand même, Parenthèse? cadre théorique peut-être, voilà. Il y a des différents en fait régimes mémoriels. Donc quand on parle en fait de régime mémoriel, bien évidemment, ce sont des scientifiques qui ont forgé ce concept, mais je me réfère plutôt à euh, Michel, voilà, qui dit que régime mémoriel désigne la manière dont une société organise, contrôle et transmet quand même la mémoire du passé. Donc il s'agit de voir quels événements sont rappelés, comment ils sont transmis, ils se sont racontés ou lesquels sont oubliés, par exemple. Et souvent, Mm. c'est à travers des institutions comme l'État, l'école, les médias, les commémorations ou les musées, etc. Donc, j'ai essayé de faire une périodisation et je dis, il y a des différents régimes mémoriels en Turquie républicain. Le premier régime mémoriel, c'est ce que j'appelle un régime mémoriel mutique ou bien muette, silencieuse, voilà. C'est-à-dire que certaines mémoires ne sont pas exprimées et sont mises sous silence. C'est Mm. la question arménienne, bien évidemment. Ensuite, cela a duré jusqu'aux années 80, grosso modo. Il y a eu en fait, bien sûr, des événements qui ont amorcé quand même cette période-là, mais grosso modo, jusqu'aux années 80, on ne parle pas en fait du génocide, ni la question arménienne, ni de la Première Guerre mondiale en général. Alors, alors, des années 80, c'est important dans le monde entier quand même, puisque il y a eu aussi des attentats de la Salah. Donc, c'est à partir des événements de Salah que la question arménienne est brusquement, en fait, devenue visible dans l'espace public de Turquie. Donc, malgré Mais donc de manière négative le négatif, voilà, c'est ce que j'appelle, en pour la fait, communauté arménienne. bien évidemment, c'est pour ça qu'en fait, on entre, mais à partir de ce moment-là qu'on a commencé à parler de ce qui s'est passé, entre guillemets, pas le génocide, mais quand même, Mais on est le pseudo-génocide, CESD, je crois, soi-disant, non? voilà, soi-disant Le génocide. soi-disant génocide. Que, à partir des années 80 jusqu'à les années 2000, je qualifie cette période comme un régime mémorial plutôt négationniste. C'est là qu'en fait le discours d'État, il a quand même maintenu en fait le discours négationniste brutalement. Ils ont même en fait voilà, inventé un mot qui est soi-disant génocide, sözde Ermeni soykırımı, etc. Et donc voilà, c'est un régime mémorial négationniste jusqu'aux années 2000. Mais à partir des années 2000, et comme en fait, j'ai dit que les intellectuels, ils ont joué un rôle, après, il faut pas oublier qu'il y a le contexte politique qui permet en fait de parler des sujets un peu de tabou, puisqu'il y avait l'intention politique de M. Erdogan qui voulait entrer à l'Union européenne à l'époque, etc. Donc, on a commencé à parler un peu. Donc, c'est ce que j'appelle ça comme un régime mémoriel revendicatif, mais c'est-à-dire qu'en fait, demander la justice, reconnaissance ou réparation, mais c'est plutôt en fait l'assassinat de Hrant Dink qui a fait la rupture aussi. Et ce type de mémoire, quand même, est souvent porté par les minorités, par les victimes, ou bien par les diasporas. Donc, mais au fond de toile, en fait, il faut jamais oublier qu'il y a quand même toujours le négationnisme. On est toujours en fait dans une Mm. société négationniste, comme disait Taline Soujian aussi, qui est une historienne. Il y a cet habitus négationniste. On est et c'est ancré en fait. Même les Arméniens, ils ont contribué par leur silence, etc., à ce La négationnisme peur. consciemment, Mm. voilà. Mais il faut pas oublier ce contexte négationniste. Alors, Mm. quoi qu'il en soit, il y a le degré, voilà, mais on est quand même négationniste. Donc, voilà, et quand vous avez dit les sujets en fait qui ont été tabous, premièrement, voilà, le génocide, bien évidemment, mais à partir des années 2000, on voit on est plus en fait, la question arménienne est devenue un sujet abordable. Mais à part cela, je peux vous dire quand même que moi, j'avais envie de voir aussi la vie quotidienne des Arméniens. Donc, à part génocide, il y avait aussi des souvenirs, je sais pas.
les stratégies de vie de ces Arméniennes, etc. Tout ça aussi, et ça fait partie aussi des sujets enfouis parce qu'ils ont été jamais abordés. Voilà, ni dans le milieu académique, ni aussi voilà, dans l'espace public. Et bah, je ne sais pas si j'ai répondu, je ferme quand même la parenthèse. Les sujets, donc on parlait des sujets donc, qui sont restés Voilà. tabous et que vous avez soulevés. Par exemple, dans la vie quotidienne des Arméniens de la République de Turquie, il y a pas en fait que le génocide qui inclut des expériences de discrimination, par exemple, et de marginalisation. Il y avait aussi, par exemple, les lois antidémocratiques, comme par exemple la taxe de la fortune en La 1940, taxe sur la fortune des étrangers, qui ont touché les introduisait des... Arméniens, les Voilà. Grecs et les Juifs. Tout à fait. En 6 septembre 1955, donc les pogroms d'Istanbul, donc les Grecs, Hum, mais les Arméniens aussi, ils ont été chassés, etc. Donc il y avait, dans les années 30, auparavant, il y avait par exemple le fameux, euh, comment dire, slogan qui disait citoyens parlons turc, etc. Donc on voit que les Arméniens, ils ont été bien évidemment stigmatisés, altérisés dans l'espace public. Et donc j'avais envie hum. de dévoiler aussi tous ces sujets-là, voilà, pendant ce travail de thèse qui a été publié. Euh, on va faire une petite pause musicale et on va reprendre. Donc là, ce sera au moment du montage. Euh, bon, nous reprenons cet entretien avec Nazli Temij Beleriand à propos de son livre La mémoire collective des Arméniens de Turquie, du génocide au mémoricide. Moi, je voulais vous poser une question plus personnelle, Nazli. Vous avez été mobilisé pour faire ce travail de recherche. Euh, quel était, quel était l'impact sur vous de ces sujets tabous personnellement? Quel est votre parcours vous-même qui vous a amené à faire ces recherches et à soulever ces questions tabous? Hmm. Wow. C'est une question quand même difficile, mais j'essaie de répondre. Bah, bien sûr qu'en fait, ces sujets tabous, bien évidemment, ont eu un impact peut-être très fort, peut-être sur moi, oui, à la fois sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan personnel déjà. Et ben, sur le plan intellectuel, ils m'ont poussé quand même à dépasser un peu les cadres académiques classiques et à m'engager plutôt en fait dans un travail de terrain, d'écoute directe et d'analyse fine des mémoires et de récits de vie. Et c'est ce que j'ai fait. Je pense qu'en fait, j'ai fait un travail de mémoire aussi moi-même. Mm. Quand je dis aussi les Alors, cadres... parce que vous êtes parti de quelque chose, vous êtes parti d'une motivation. Comment est arrivée cette motivation et quelle Arménienne vous étiez en Turquie ou quelle citoyenne turque d'origine arménienne vous étiez en Turquie pour pouvoir faire ce travail cette démarche? Oui, je pense que voilà, en fait, en tant qu'Arménienne de Turquie, j'ai été en fait écartée. Vous êtes originaire d'Istanbul, Oui, mais voilà. d'accord, depuis plusieurs euh, générations? Non, non, en fait, alors ils sont de Sivas, comme je vous ai dit. En fait, c'est pour ça que, en fait, d'ailleurs, j'ai commencé à travailler sur cette question-là, mais je me suis écartée, en fait, de mon propre histoire. Mais je m'en souviens qu'en fait, ma grand-mère m'avait quand même confié pour la première fois quand j'avais 16 ans, en fait, son histoire qui était un peu tragique. Mais bah, j'ai jamais osé en fait travailler quand même sur cette question-là. Mais c'est après, voilà, dans mes années universitaires, c'est mon papa en fait qui m'a poussé en fait à travailler un peu. Voilà, on était un peu, je pense on a été, voilà, on a été mis à l'écart de l'histoire, mais après, je me suis rendu compte que derrière ça, il y a une politique, bien évidemment, parce que, comme Taline, elle a dit, en fait, on est né dans une société négationniste, mais on a ces habitudes négationnistes, vous voyez, donc on pouvait pas faire autrement. Enfin, Mm, surtout, mm. là maintenant, je pense qu'en fait, une jeune chercheuse n'aurait
pas pu dire la même chose puisqu'on est dans une autre régime mémoriel. Mais quand je suis née en 83, quand même dans les années 90-2000, quand j'ai entendu parler en fait pour la première fois le génocide, c'est par le biais de la télévision qui disait soi-disant génocide. Alors Mm. moi, je croyais qu'en fait c'est mon propre cas, alors que nous, en faisant une enquête sociologique, je vois qu'en fait la plupart des jeunes ne, ne savait à peu près rien en fait à propos du génocide quand même. Parce Mm. que dans ce travail-là, dans ce bouquin aussi, vous allez remarquer qu'il y a en fait un apprentissage, un auto-apprentissage, une sorte de auto-apprentissage à son propre passé. Donc chaque génération ne souhaitait rien en fait transmettre à la génération suivante puisque on est dans une société négationniste. Alors que quand ils migrent, par exemple, en France, ils ont commencé à parler, puisqu'on n'est plus dans cette société, on est dans la diaspora, c'est quand même intéressant. C'est évident non plus, mais c'était en fait un cas répandu. Donc, il s'agissait en fait d'un sujet tabou. Après avoir en fait commencé à travailler, et bien évidemment, comme je vous ai dit, je pense qu'en fait, c'est quand même l'assassinat de Hrant Dink qui m'a vraiment influencé beaucoup, qui m'a poussé Mm. à retravailler en détail, quoi. Et voilà, sur le plan personnel. Et en plus, je pense que chacun de nous a sa propre manière de faire son deuil. Moi, je pense que pour ma part, j'ai d'abord en fait commencé avec l'histoire de mon grand-père, puis j'ai écouté d'autres histoires. Je crois qu'à travers cela, voilà, j'ai essayé en fait d'achever mon propre processus de deuil. Ça aussi, c'est important. Voilà, Donc, Malcolm Chaya. vous pensez que pour les Arméniens de Turquie, il s'agit de deuil. Quand on parle de génocide, là, ce qui vient en premier, parce que jusque-là, il y a la peur intégrée, j'allais dire, qui a été intégrée à l'intérieur des membres de la communauté arménienne. Tout à fait. Euh, et quand ça s'exprime, quand on commence à s'intéresser à la question du génocide, il s'agit de faire le deuil des Arméniens qui ont été exterminés. Quand on s'intéresse en fait aux études de génocide, etc., on sait qu'en fait, après les, comment dire, les événements post-traumatiques, il faut faire le deuil. Si on n'arrive pas à faire le deuil, on va être en fait dans une phase tout simplement mélancolique. C'est Freud qui disait ça. Donc, il y a un manque d'estime de soi, etc. Donc, c'est problématique. Il fallait dépasser en fait, bien évidemment, de cette phase mélancolique à deuil. Mais pour le cas des Arméniens de Turquie, c'était pas très envisageable. Vu qu'on est en fait dans une société négationniste, on vous reconnaît pas en fait en tant que sujet. Et alors vous voulez faire votre deuil. C'est pas possible. On n'arrive même pas à faire le deuil ni public ni dans le privé. Donc parce que c'est pour ça j'ai fait aussi en fait une distinction dans l'espace public. Le génocide des Arméniens, il s'agit en fait d'un tabou, mais dans la plupart des familles, il s'agit en fait d'un non-dit. C'est légèrement différent, bien évidemment. Donc, on a le droit de parler au sein de notre famille, mais on ne parle pas. Quand ma grand-mère m'a confié ce secret, après, je savais qu'en fait, tout le monde le savait. Sauf qu'on n'en parle pas, parce qu'il s'agit d'un non-dit. Mais après, les raisons sont multiples aussi. Il y a effet psychologique, traumatique, post-traumatique, mais il faut faire le deuil. Donc, sans faire le deuil, l'être humain donc, ne peut pas vivre en fait pleinement. On ne peut pas vivre en fait pleinement l'instinct. C'est pour ça il faut rester dans la contemporanéité. C'est pour ça. Ce qui est intéressant, c'est que donc vous vous parlez de deuil qui est nécessaire de faire son deuil, euh, alors qu'en diaspora, le temps du deuil est déjà passé depuis très longtemps. En diaspora, c'est une question de justice. Ça, vous le voyez, bien sûr. Mais le temps du deuil, c'était les années jusqu'aux années 50, 60, où les gens, les rescapés étaient encore vivants et ils se réunissaient le 24 avril pour pleurer. Et donc pour pleurer leur mère, leur père, leur frère assassinés devant eux, perdus pendant la déportation, etc. Donc pour la diaspora, il est intéressant de voir que donc il y a ce décalage pour les Arméniens de Turquie, parce que les Arméniens de Turquie doivent faire encore leur deuil, d'après ce que vous dites.
Je pense qu'on a commencé à faire ce deuil, voilà, mais il doit faire, voilà, sur le plan individuel et collectif, je pense que oui, c'est une étape importante. Après, je sais pas, en fait, c'est en diaspora, on a arrivé à le faire, je sais pas. Maintenant, il y a la question de Karabakh. Est-ce que vraiment on a fait le deuil? Bah, le deuil, c'est quelque chose d'infini ou quoi? Enfin, je sais pas. Quelles sont les limites? Je pose aussi en fait une question moi-même. Mais oui, en Turquie, comme je vous avais dit, en fait, il faut jamais oublier qu'en fait, les Arméniens de Turquie sont quand même légèrement différents parce qu'on Bien est dans sûr, une bien société sûr, négationniste bien déjà. sûr, bien Euh, sûr. Hmm. Et d'ailleurs, on se demande toujours comment les personnes qui ont été rescapées, qui ont vu toute leur famille décimée, sont encore restées parmi les assassins dans cette génération, parmi les assassins de leur famille, même s'ils ont accepté de changer de religion, etc. Moi, je voulais vous demander justement une question sur les entretiens. Qui étaient les hommes et les femmes que vous avez interviewés et quel était le point commun de leur mémoire, de leur témoignage? Bah, écoutez, j'ai fait aussi en fait comment dire, un échantillon représentatif en fait. Donc, bah, j'ai pu faire en fait ces 45 entretiens, j'ai pu réaliser au bout de 3 ans déjà. Donc, c'était pas facile. On est dans les années 2006-2007. J'ai essayé de trouver en fait des hommes et une égalité d'hommes et femmes et aussi de chaque génération, etc. Donc, il y a la méthodologie de boule de neige, hein. C'est un peu voilà, comme ça qu'on trouve en fait des Arméniens qui voulaient pas en fait s'exprimer, surtout en fait après l'assassinat de Hrant Dink. En même temps, ils voulaient s'exprimer surtout les jeunes, mais les plus âgés, ils voulaient pas en fait s'exprimer beaucoup parce que voilà, ça faisait en fait une rupture. Du coup, donc c'était pas très facile en fait d'interviewer, de trouver en fait ces Arméniens-là, mais grosso modo, voilà, j'ai quand même trouvé au bout de 3 ans 45 personnes, 45 Arméniens qui ont quand même accepté en fait d'être interviewés. Mhm. Là maintenant, c'est encore plus difficile. J'ai envie de travailler sur la question de Haut-Karabakh. Ils sont vraiment muets. Enfin, les Arméniens, ils veulent Bien plus en sûr, fait parler de ce bien sûr. sujet de Dans le tabou. contexte de la politique Fait. de la Mais Turquie alors, d'aujourd'hui. on peut dire qu'en fait, dans le récit, le génocide n'est pas seulement évoqué comme un événement historique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas que quand même génocide, mais on peut dire que quand même le point commun en fait à tous ces témoignages, quand même les effets du génocide, on peut dire. Voilà, par exemple, la première génération, bien qu'elle ait été gardien de silence, entre guillemets, je les considérais comme les gardiens de silence, ils voulaient pas en fait s'exprimer et parce qu'il y avait le traumatisme vécu, etc. Néanmoins, ils ont transmis quand même un souvenir, leur souvenir en fait à ses enfants. Et la deuxième génération, par exemple, aussi, ils sont confrontés à ces récits et souvent ils ont refusé ces aussi de les transmettre. euh, ils étaient silencieux aussi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il s'agit en fait d'un processus d'auto-apprentissage, etc. Mais quand même, derrière ces silences-là, etc., on voit qu'en fait, il y a le génocide. Donc, il y a le tabou du génocide. Et Mhm. aussi, le génocide, quand même, c'est leur colonne vertébrale, quand même. Surtout pour la génération médiane et la génération plutôt ancienne. Mais pour la jeune génération, elle souhaite absolument briser ce silence, c'est vrai, et parler ouvertement de ses expériences. Et il voulait mettre aussi fin au non-dit et rétablir une mémoire plus complète, je peux vous dire. Euh, Euh, Vous avez donc structuré votre livre en chapitres et un des chapitres parle d'un peuple à une communauté diasporique, est intitulé comme cela. Donc, d'un peuple à une communauté diasporique. Expliquez, s'il vous plaît, est-ce euh, que les personnes que vous avez interrogées étaient conscients de cette réduction les Arméniens étaient un peuple de l'Empire ottoman, un millet, Tout comme à on fait, disait à l'époque. Et aujourd'hui, c'est une communauté négligeable dans la Turquie d'aujourd'hui. tout à fait. Est-ce que ce passage, justement, est
conscientisé par les personnes que vous avez Écoutez, rencontrées. oui et non, parce que voilà, le titre de ce chapitre, voilà, d'un peuple à une communauté diasporique reflète quand même une réalité. C'est vrai, comme vous avez dit, que les personnes interrogées percevaient parfois, mais pas toujours de manière consciente. Ça, je sais. Mais beaucoup ont grandi en fait dans des familles qui avaient été déjà déplacées, dispersées, qui ont suivi le même chemin. Tous avaient migré d'Anatolie pour s'installer voilà, à Istanbul, comme j'ai dit tout à l'heure. Et quand même, dans leur vie quotidienne, en fait, ils vivaient en réalité avec la nostalgie, hein, de leur lieu d'origine. Donc, c'est important. Et les récits possibles de retour. Donc, la plupart des Arméniens, surtout par exemple de village de Vakıfköy, au sud de Hatay, Moussaler. Donc, vous savez qu'il y a quand même en fait un village entre guillemets arménien. Un C'est pas village de Moussadar qui est resté arménien. voilà, rester arménien. Bon, majorité arménien. Il y a une majorité arménienne, mais bon, voilà. Donc, ils voulaient par exemple une fois en fait qu'ils prennent leur retraite, on m'a tous dit ils veulent retourner à leur village. Donc, il y a déjà en fait deux dimensions de importante, la nostalgie et retour. Et c'est un retour possible. Il y avait déjà ça. Mais à travers cela, les Arméniens qui ont été émigrés à Istanbul, les Anatoliens, ils ont construit eux-mêmes leur micro-communauté. Et à travers ces micro-communautés, les associations compatriotiques, Hayran Aksagan Mühütünler, ces membres-là, ils ont vécu en fait leur identité, que ce soit leur identité arménienne religieuse, leur dialecte, la langue arménienne, etc. Donc c'est important. C'est-à-dire qu'ils vivent pas en fait au sein de la communauté arménienne d'Istanbul, mais ils vivent à travers en fait ces institutions anatoliennes quoi. Il y a déjà ça, donc je voulais vous dire déjà, voilà, il s'agissait en fait d'un peuple autochtone, mais après, sur ses propres terres, ils sont devenus comme des gens de diaspora, mais j'avais deux dimensions. Un, c'est retour en fait, c'est envie de retourner, envie de nostalgie, et deux, processus de diasporisation, bien sûr, j'ai essayé de parler ça, c'est-à-dire qu'en fait, il existe des institutions autochtones, mais aujourd'hui, elles sont beaucoup moins nombreuses, beaucoup moins fréquentées, beaucoup moins puissantes, quoi. Peu de gens, par exemple, se rendent encore dans ces lieux. La langue est de moins en moins utilisée. On peut, Employés. voilà, Il par y a exemple, aussi les mariages mixtes, bien évidemment, Naziteni. oui. Comme dans le monde entier, oui, tout à fait. Il y a des mariages de mix, mais bien évidemment, on n'a pas de statistiques. Il faut faire en fait des analyses détaillées au-dessus, mais je pense que la rupture aussi s'est faite aux secondes générations. Auprès de la seconde génération, on a commencé de plus en plus de se marier avec les non-arméniens et c'est devenu en fait qui devient légitime aussi de plus en plus selon les membres de la nouvelle génération. C'est de plus en plus admis, c'est rentré un peu C'est dans les ça. mœurs, Bah, tout à fait. comme la pratique du turc au quotidien Tout à fait. entre Arméniens. Mm. Ben oui. Mais voilà. Euh, Euh, J'allais vous poser aussi une question sur une affirmation que vous faites, c'est sur la nationalisation de la mémoire. Qu'est-ce que c'est la nationalisation de la mémoire? La mémoire nationalisée. oui, la mémoire nationalisée, c'est très intéressant, mais c'est une constatation que j'ai fait, bien évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, la mémoire arménienne déjà est confrontée à une mémoire nationale qui est la mémoire nationale dominante turque, musulmane et sunnite, bien sûr. C'est le récit national plutôt. Récit national, voilà. Et quand je parle en fait de mémoire nationalisée, j'ai fait référence au fait que l'histoire et les événements collectifs, bien sûr, sont encadrés, construits et transmis par l'État selon une voilà, narration officielle et qui ne laisse pas, bien sûr, de place aux expériences subjectives, aux récits minoritaires, etc. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, les Arméniens ont également été très influencés par ce discours national officiel. Mm. Par exemple, beaucoup de personnes qui se définissaient comme des Arméniens kémalistes et laïcs,
ou bien Mm, des Arméniens. Enfin, il y avait des interviewés qui disaient, nous sommes tout d'abord des Turcs, après originaires arméniens, etc. Donc, mm, mm. c'est-à-dire qu'en fait, c'est une nationale, vraiment, une mémoire, pardon, nationalisée tellement contrôlée et distribuée. C'est pour ça qu'en fait, d'ailleurs, j'ai commencé par la citation de Michel Foucault qui disait qu'on n'a pas le droit de parler de tout. C'est le tabou du sujet qui parle, voilà, le rituel de tabou de sujet qui parle parce que tout discours est contrôlé, voilà, par l'État, souvent. Donc, voilà, donc je pense qu'en fait, quand même, ils ont quand même en fait dû trouver des moyens de préserver leur mémoire au sein de la communauté, dans l'espace public aussi, et malgré le fait que, voilà, il y a cette Mais dans mémoire l'espace officielle. public, les Arméniens sont une communauté religieuse en Turquie aujourd'hui. Ce n'est plus un Écoutez, peuple, ils ont une été ethnie reconnue construits avec des droits comme c'était le cas avant. dans Ils le avaient leur système de propre Millet. législation, leur propre constitution, etc. Aujourd'hui, ce sont officiellement des Turcs d'origine arménienne. Et ce Euh, sont des citoyens turcs origine arménienne, mais ils ont été considérés comme une communauté religieuse, ce qui n'était pas en fait très facile parfois, parce que, enfin, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus un peuple, mais une communauté religieuse. Ça se colle pas beaucoup bien avec la réalité de l'actualité, parce que vous faites pas, par exemple, vous n'êtes pas baptisé, vous pouvez pas, par exemple, aller à l'école nationale arménienne, voilà, il y plus a des conditions voilà. pour fréquenter les écoles arméniennes. Et je pense Il faut prouver en fait qu'on n'est pas turc d'origine et qu'on est d'origine arménienne tout à fait. par Mais les alors que parents, l'arménité etc. dépasse aussi, en fait, ses limites religieuses, il me semble, aujourd'hui, en fait. Surtout Mm. chez la nouvelle génération. Ce n'est plus le cas. On a parlé très très rapidement, on avait parlé pendant l'époque où les intellectuels turcs ont commencé à s'intéresser à la question du génocide. Dans les années 2000, on avait parlé de changement d'optique. Les peuples, non pas le peuple turc, mais le peuple de Turquie, les peuples de Turquie, etc. Donc, qu'en est-il aujourd'hui de ce concept? C'est-à-dire ceux qui reconnaissent un minimum des droits culturels aux uns et aux autres, à ceux qui sont d'origine, non pas, qui ne sont pas turco-turcs, mais qui sont aussi des Arméniens, des Grecs, etc. On disait à un moment donné qu'il ne fallait plus parler de l'unicité en termes d'identité culturelle, d'unicité des Turcs, mais de parler des peuples, du peuple de Turquie ou quelque chose comme ça. Bah, écoutez, c'est très difficile parce que je vais retourner en fait à mon propos de régime mémorial, puisque en fait, récemment, j'ai constaté qu'en fait, on est dans un autre régime mémorial, que c'est ce que je n'appelle un régime mémorial plutôt néo-ottoman. Surtout, en fait, bah, je reviens quand même en fait à mon sujet d'étude, plutôt en fait, c'est la question arménienne. Après la guerre au Karabakh, je pense que euh, on est en fait dans une autre phase de régime mémorial, et dans ces régimes mémoriels où il y a moins de liberté d'expression, je ne sais pas si on peut parler en fait des peuplements de différentes composantes de la Donc il y a un société. retour en arrière, en Il fait. y a, il y a un retour en arrière, voilà, tout à fait. Et voilà, dans cette phase-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir pour les minorités. De toute façon, aujourd'hui, il y a 40 000 Arméniens à peu près, hein, en Turquie, une poignée des Grecs. Et donc, même pas en fait 1% de la population qui reste. D'accord. C'est quand même difficile à répondre, mais Un génocide assumé et peut-être, réussi, j'allais tout dire. à fait. C'est moi qui le dis. Mais donc, j'allais vous poser la question des perspectives d'évolution de la communauté arménienne. Aujourd'hui, c'est assez sombre, tout ça. Bah, je suis un petit peu pessimiste, mais on ne sait jamais. Mais parce que la communauté arménienne reste toujours minoritaire au plan juridique, au plan sociologique, on est minoritaire et on doit naviguer avec prudence, franchement, je pense. Tout à Et fait. bah, elle continue en fait préserver sa culture, bien évidemment. On a des institutions, dizaines de lycées.
et bien des sûr, églises, médias, etc., malgré les limites de la liberté d'expression, bien sûr, mais beaucoup pratiquent aussi l'autocensure aujourd'hui, donc bien on sûr. revient, comme vous avez dit, en arrière. Mais je pense qu'il y a 40 000 Arméniens, comme je vous avais dit, et comme en fait, il y a les jeunes qui veulent partir à l'étranger, ici, il y a un problème. La plupart des Arméniens, des jeunes Arméniens qui veulent plus rester en Turquie, il y a un problème. Cela montre que la communauté arménienne continue quand même diminuer, Affaiblir, voilà, affaiblir. En même temps, on continue quand même, on a des institutions de préserver notre culture, bien sûr. etc. Mais dans un environnement politique quand même où il y a en fait le recul de la démocratie, bah, en Turquie, donc je pense que ça fait un impact direct en fait sur la communauté, sur la réaction de la communauté arménienne. Donc voilà, je suis un peu pessimiste. Merci Nazli Ah, je- Temir pour cet entretien. Donc, nous avons parlé avec Nazli Temir Belerian, sociologue, de son livre La mémoire collective des Arméniens de Turquie, du génocide au mémoricide. Merci et bonne continuation. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.